Bien, merci, bonjour à tous. Je vous avoue que j'ai pris un coup de vieux en voyant le programme, parce que l'approche nouvelle, ça va être surtout Benoît. On m'a demandé de parler surtout du passé, un peu du présent, et Benoît évoquera plus dans cette thématique de la restauration ce qu'on prévoit pour le futur. Donc pour ce qui me concerne, je vais plutôt vous parler de ce qui s'est passé et donner une image forcément synthétique et simplifiée sur les acquis de ce qui s'est passé en termes de restauration sur le fleuve pendant les 20 dernières années, et en particulier d'un programme de restauration qu'on a appelé au départ Programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône, qui a commencé officiellement en 1998, qui a été repris ensuite dans le cadre du plan Rhône. C'est un programme lancé par l'État, mais qui a fait suite à des initiatives de la CNR, de l'aménageur, et puis surtout des syndicats de communes aussi, le SMIRIL, les syndicats du Haut-Rhône et d'autres qui ont embrayé. L'objectif de ce programme de restauration physique et écologique, donc, était de retrouver un fleuve vif et courant, c'est-à-dire des aspects de milieu et de communauté plus proches du fleuve qu'on avait avant les aménagements du 19e et du 20e, et de retrouver une diversité écologique des milieux et des peuplements dans cette plaine alluviale qui ont été rétrécis du fait des aménagements. Alors c'est un programme qui a concerné essentiellement les tronçons court-circuités du Rhône, c'est-à-dire, comme vous voyez ici sur cette vue du tronçon de Chautagne, les parties naturelles du Ly qui ont été court-circuitées par les canaux artificiels qui conduisent le débit vers les usines hydroélectriques. Alors, ce programme de restauration a joué essentiellement sur deux leviers, c'est ce que vous voyez ici en bleu et là-haut en vert, pour retrouver donc ce fleuve vif au courant. C'est l'augmentation des débits réservés, des débits à l'aval des barrages, des débits minimums en fait dans les tronçons court-circuités, et d'autre part la restauration de la morphologie de ce qu'on appelle les launes, c'est-à-dire les annexes fluviales, les bras secondaires, pour retrouver cette diversité de plaine alluviale. Alors, ce qui est très intéressant dans ce programme, c'est que ces leviers ont été actionnés en fait sur tout un ensemble de sites qui vont, pour ce que je vais évoquer cet après-midi, de Chautagne jusqu'à Donzère-Mondragon, ce qui va permettre, en comparant les situations des différents aménagements, de mieux comprendre l'effet des mesures de restauration sur ces différents aménagements, d'autant plus qu'ils sont soumis à ces opérations de restauration, mais pas seulement. Les sites du Haut-Rhône sont, par exemple, subissent encore des effets transitoires de la construction des barrages qui s'est terminée dans les années 80. Et puis, l'ensemble de ces sites subissent d'autres changements comme le réchauffement pour certains. C'est des choses qui se voient déjà. Donc, on va pouvoir avoir une approche comparative du fait de ces applications sur différents sites. Ce qu'on peut dire d'une façon plus générale, quand on regarde la littérature scientifique sur les retours d'expérience de restauration, c'est que finalement, l'expérience du Rhône, elle est assez unique au monde, au sein de ces expériences de restauration physique, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens d'évoquer. C'est qu'on a plusieurs sites, qu'on va pouvoir avoir cette approche comparative avec des mesures de restauration, d'autres changements environnementaux, et regarder ce qui se passe au sein des différents sites. Finalement, in fine, ce seront jusqu'à 120 km de cours d'eau qui seront concernés par la restauration, ce qui est tout à fait notable. Le deuxième point qui rend cette opération assez unique, c'est l'ampleur des actions, qui est illustrée ici par ces images. Ce que vous voyez à gauche, c'est le Rhône court-circuité de Pierre-Bénite au débit réservé. Dans certains sites, les débits minimums ont été multipliés par 10. Sur Pierre-Bénite, ici, ça veut dire des vitesses multipliées par 5. Vous imaginez que vous êtes un petit poisson dans l'eau, ça fait quand même un changement assez notable. Et ça, c'est répété dans tout un ensemble de sites. De la même façon, j'ai parlé de la restauration des launes, donc de ces annexes fluviales. Certaines ont vu leur fréquence de connexion totalement modifiée. Parfois, certaines ont été reconnectées. Donc, ça fait, comme ici sur la Laune dans l'île à Belay, des changements en quantité et qualité d'habitat assez notables pour les communautés. Le troisième point qui rend cette opération originale, et qui n'est pas le moindre, c'est qu'on est dans une opération où on connaît très bien le système. C'est une opération riche en données, qu'elle soit physique ou qu'elle soit biologique. Alors vous pouvez noter ça dans votre agenda, parce que quand les écologues commencent à dire qu'on a beaucoup de données, c'est pas tous les jours. Donc, dans le cas du Rhône, oui, on a beaucoup de données. Les débits, les caractéristiques hydrauliques, largeur, hauteur d'eau, vitesse, sont bien connues, notamment parce que la CNR connaît bien son fleuve. Et puis, ont été, lors du programme de suivi de cette affaire, ont été réalisés des suivis des épaisseurs sédimentaires dans toutes les launes et des suivis écologiques, notamment des macro-invertébrés, des poissons, etc.,
avant les aménagements, avant les opérations de restauration, ce qui est rarissime dans les opérations qu'on trouve dans la littérature, et puis après, sur des durées de plusieurs décennies. Il faut dire en plus que nos prédécesseurs ont travaillé sur le Rhône, j'en vois certains dans la salle, Claude Amoros et M. Roux, depuis des années et des années dans des programmes interdisciplinaires, donc on n'est pas parti de rien. On est dans une situation où on a vraiment des avant et après solides pour évaluer ce qui s'est passé sur les différents sites. Donc tout ça rend le retour d'expérience assez unique, et c'est pour ça que cette affaire va pouvoir nous informer sur l'efficacité des mesures pour le futur, non seulement sur le Rhône, mais évidemment ailleurs, parce qu'il n'y a pas que sur le Rhône qu'on modifie les débits réservés ou les régimes, ou qu'on restaure les plaines alluviales. Alors j'en viens maintenant à des exemples forcément simplifiés des résultats. Ce que vous voyez ici concerne les chenaux principaux, donc le chenal principal à l'aval des barrages. Et sur ce type de graphique, ce que vous voyez, c'est le pourcentage des espèces d'eau courante. Alors ça concerne les poissons. Et ce qu'on appelle les espèces d'eau courante, c'est les espèces typiques des grands fleuves dont on espère favoriser les conditions d'habitat en augmentant le débit. La proportion des espèces d'eau courante, par exemple ici en Chautagne et ici à Pierre-Bénite, quand on regarde les quelques années avant-après restauration, a été modifiée par 2 en Chautagne, multipliée par 2, et par 3 à Pierre-Bénite. Donc c'est des changements de structure assez notables. Et quand on regarde par exemple ce qui se passe sur Chautagne, le graphique que vous avez devant vous, la part de 1985, donc on remonte sur des données assez anciennes, on s'aperçoit que cette proportion des espèces d'eau courante a baissé. Très probablement, c'est encore des effets de la construction des barrages dans les années 80 en Chautagne. Et puis, il semble que la restauration permet de renverser ou d'infléchir ou de corriger en partie ces effets de la construction des barrages. L'exemple que je montre maintenant concerne plus la plaine alluviale, donc ce qui se passe dans les chenaux secondaires. Donc ici, vous avez sur l'axe des Y, cette fois-ci, c'est une image de la diversité des communautés de macro-invertébrés dans les Launes. Alors c'est ce qu'on appelle une diversité bêta, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir des communautés de macro-invertébrés différentes entre les différents chenaux et d'avoir augmenté la diversité biologique de la plaine alluviale dans son ensemble. Donc cette diversité, si on regarde comment elle a évolué dans les sites restaurés, qui sont ici en rouge, on s'aperçoit qu'elle a effectivement notablement augmenté au sein de la plaine alluviale. L'exemple ici, c'est Belay et Brénier-Cordon, c'est la plaine alluviale du Haut-Rhône, dans les sites restaurés, alors que dans des sites témoins non restaurés que vous voyez ici en bleu, qu'ils soient plus ou moins éloignés du fleuve, on voit beaucoup moins de changements. Donc ça, c'est l'image la plus synthétique qu'on peut donner de la restauration de ces Launes, qui a effectivement diversifié non seulement les milieux, mais les communautés biologiques qui se trouvent dans ces milieux. La dernière chose que je vais dire, c'est que les résultats que je vous ai montrés ici sont venus valider des prédictions qui ont été faites en termes de modèles scientifiques. Alors, je ne vais certainement pas les détailler aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, pour avoir un peu plus de confiance dans ces modèles, pour prédire l'efficacité de mesures de restauration futures. Je vais juste donner 2 exemples de leçons qu'on peut en déduire. En ce qui concerne l'augmentation des débits réservés, on a vu que c'était une mesure efficace, notamment pour les peuplements des chenaux principaux, mais quand on regarde les observations sur le terrain et également ce que nous disent les modèles, la réponse des peuplements aux augmentations de débit, ce n'est pas quelque chose de linéaire. De façon très simplifiée, c'est une mesure particulièrement efficace quand on part d'un débit très bas, mais si on voulait avoir le même effet une fois que le débit est déjà relevé, il faudrait aller beaucoup plus loin. Et ça coûterait forcément beaucoup plus cher. Donc c'est une mesure efficace, mais dont l'utilisation sera peut-être moins fréquente par la suite, maintenant que les débits les plus bas ont été remontés. En ce qui concerne la restauration des Launes et la diversité alluviale, un message principal, et même s'il est assez simple, est que la mesure sans doute la plus efficace est la modification des fréquences de connexion. Alors pas partout, puisqu'il faut garder une diversité de Launes, certaines plus ou moins connectées, mais en tout cas, on a vu dans les opérations passées l'efficacité de la reconnexion en particulier. La modification des bouchons amont des bras secondaires pour modifier les fréquences de connexion a finalement été peu utilisée, et c'est peut-être un levier sur lequel il faudra plus agir dans le futur. Voilà. Donc c'est un retour d'expérience partiel sur quelques mesures de restauration, et maintenant Benoît va parler du futur de façon un peu plus large. Bien, bonjour à tous. Merci Nicolas pour cette présentation.
je souligne le caractère quasi unique à l'échelle internationale donc de ce qui est fait sur le Rhône. Et je vais ajouter aussi que depuis plus d'une vingtaine d'années, on a un certain nombre d'études d'envergure qui ont été réalisées sur le Rhône. Je vais citer l'Atlas des sites d'intérêt écologique réalisé par la CNR entre 1997 et 2001. Je vais citer également l'étude d'Henri et Amoros, fin des années 90, début des années 2000, qui a regardé sur l'ensemble des launes du Rhône français, qui a fait des diagnostics sur ces launes. Je vais citer également l'Atlas des paléo-environnements géomorphologiques, fait pour l'ADIREN, donc en 2006. Donc toutes ces études, avec donc, le retour d'expérience des scientifiques, font qu'on a acquis beaucoup de connaissances et d'expériences sur le Rhône. En même temps, quand on regarde donc, ce qu'on a fait, on s'est concentré donc, en termes d'action sur les tronçons dits prioritaires du programme décennal, avec des actions qui étaient très orientées restauration des launes et restauration des débits. Et on avait besoin d'une méthode, d'une démarche qui regarde donc, à l'échelle du fleuve Rhône, donc sur les 26 masses d'eau du fleuve Rhône, quelles étaient donc, les potentialités écologiques des différentes masses d'eau, et un besoin donc, de pouvoir définir quel était donc, le potentiel écologique de l'ensemble des masses d'eau du Rhône avec une approche qui soit homogène et intégrée. Alors, la démarche que je présente s'appuie sur une étude qui a été réalisée par le bureau d'études Grant-Mige, donc une étude qui s'est terminée l'an dernier. Et donc, la démarche proposée nous invite donc, à explorer tous les outils techniques pour favoriser donc, la diversité des communautés aquatiques, en reprenant donc, les exemples, en faisant allusion aux exemples qu'a présenté Nicolas Lamoureux, en travaillant donc sur l'hydrologie, la continuité et la morphologie. Alors, dans un premier temps, l'étude en question s'est attachée à créer donc, une base de données qui a synthétisé les connaissances qu'on avait sur le Rhône dans un système d'information géographique sur lequel on a recensé quelles étaient les launes du Rhône, celles qui étaient restaurées, celles qui étaient en projet, les autres, qui a fait également un bilan sur les marges alluviales du Rhône en reprenant le schéma de réactivation des marges alluviales de Pauline Guédou, et ainsi de suite. Et donc cette base de données nous a servi de support pour la suite du travail. Alors un rappel sur ce que fixe la directive cadre sur l'eau pour les masses d'eau fortement modifiées. Pour qu'une masse d'eau soit fortement modifiée, il faut que le caractère fortement modifié des masses d'eau soit relié à un ou plusieurs usages dits spécifiés. Sur le Rhône, on a 3 usages spécifiés. Donc on a la protection contre les inondations, la navigation et le stockage d'eau pour l'hydroélectricité. Pour que ces usages puissent s'exercer correctement, on a des contraintes qu'on appelle contraintes techniques obligatoires en lien avec les aménagements. Et ce que fixe la directive, c'est de travailler dans le champ de ces contraintes techniques dites obligatoires. Et c'est pour ça que sur le schéma d'ensemble que vous avez là, on a un schéma qui est borné par ces contraintes. Alors, la directive fixe un objectif d'atteinte du bon potentiel écologique pour les masses d'eau fortement modifiées. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable, pour un milieu comme le Rhône, d'avoir des références biologiques que l'on puisse utiliser comme objectif. On n'est pas capable d'utiliser des indicateurs biologiques normés, comme on peut le faire sur les masses d'eau naturelles, pour les poissons, pour les macro-invertébrés, les diatomées, etc. Donc un objectif de bon potentiel écologique et la déclinaison pratique pour l'atteinte de ce bon potentiel écologique les grands principes sont fixés par le protocole de Prague, qui date de 2006. Les grands principes sont les suivants, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder à l'échelle d'une masse d'eau toutes les mesures qui sont envisageables pour améliorer l'état écologique des masses d'eau. Et une fois qu'on a regardé l'ensemble de ces mesures, on va sélectionner les mesures qui sont les plus efficaces a priori pour améliorer l'état écologique. Donc ce n'est pas un objectif de résultat sur la biologie qui est fixé, c'est plutôt un objectif de mise en œuvre des mesures les plus efficaces qui vont conduire à une amélioration de la biologie. Et on voit que on a un point d'ancrage avec l'ensemble des mesures qui fixent le potentiel écologique dit maximum et les différentes classes de potentiel
qui sont représentées donc, sur la gauche du schéma, vont être atteintes en fonction de la mise en œuvre des mesures les plus efficaces. Alors donc, dans un premier temps, on s'est attaché à regarder quelles étaient les actions de restauration écologique potentielles, possibles, sur l'ensemble des masses d'eau du Rhône. Et donc, on a regardé ce qui avait déjà été mis en œuvre sur le Rhône, également sur les autres grands milieux français, et également à l'échelle internationale. Et donc, on a recensé 38 actions de restauration écologique potentielles qui s'exercent sur 3 compartiments du fleuve, donc sur le chenal, sur les berges et sur la plaine d'inondation. Donc, des exemples d'actions possibles identifiées dans le chenal, ça va être créer ou améliorer les dispositifs de montaison et ou de dévalaison, réduire l'impact des éclusées, avec le marnage sur les niveaux d'eau, démonter les casiers Girardon, restaurer la connectivité des Launes, etc., etc. Alors, les actions ne vont pas agir sur le milieu de la même manière et avec la même force. Donc, avec les scientifiques, on a donné un poids à chaque action pour l'effet qu'elle avait donc, sur l'hydrologie, la continuité et la géomorphologie. Par exemple, quand on construit une passe à poissons, on va restaurer la continuité piscicole pour les espèces ciblées. Par contre, ça n'aura aucun effet sur la morphologie ou sur l'hydrologie. Un autre exemple, quand on démonte un casier Girardon, on va avoir un effet local sur la géomorphologie. Par contre, ça n'aura pas d'effet sur l'hydrologie et la continuité. Alors ensuite, on a regardé donc, masse d'eau par masse d'eau sur l'ensemble du Rhône, donc avec les scientifiques et les acteurs locaux. Quel effet pourraient avoir donc, les différentes actions de restauration pour la masse d'eau considérée. Et on a attribué un coefficient d'effet attendu pour chacune des actions. Parce qu'on voit bien qu'une même action n'aura pas nécessairement le même poids dans le potentiel écologique en fonction de la masse d'eau. Il y a certaines actions qui vont être déterminantes pour une masse d'eau donnée, alors que d'autres n'auront finalement qu'un effet ponctuel. Alors, un exemple, améliorer la continuité, donc par des passes à poissons ou un arasement de seuil. Sur le Vieux-Rhône de Belley, ça va représenter 49% du potentiel écologique. Sur péage de Roussillon, ce sera seulement 9%. Sur Beaucaire, 65%. Alors, une fois que donc, on a déterminé l'ensemble des mesures de restauration que l'on peut mettre en œuvre sur une masse d'eau, on est en capacité donc, de calculer le potentiel écologique dit maximum pour la masse d'eau considérée. Donc, on va sommer les scores avec les mesures de restauration, en prenant en compte donc, les mesures de restauration qui ont déjà été réalisées avant le début de l'étude, avant 2013, parce qu'il fallait qu'on ait un outil qui puisse rendre compte des travaux qui aient déjà été réalisés. On a également pris en compte donc, les mesures qui étaient prévues au programme de mesure jusqu'en 2015, et également donc, on a sommé les scores des mesures qui sont pertinentes au-delà de 2015 pour les masses d'eau considérées, mais sans considération de délai de mise en œuvre. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail, le bon potentiel écologique, ça va être seulement une partie de ces mesures, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'atteindre un potentiel écologique maximum sur les masses d'eau fortement modifiées, c'est d'atteindre un bon potentiel écologique, et cela c'est fait par la sélection donc, des mesures les plus efficaces. Alors, quand on regarde donc, les résultats, les différents résultats donc, de la méthode, sur votre gauche, vous avez donc les classes de potentiel des différentes masses d'eau avant restauration. Donc, en rouge, donc vous avez les masses d'eau en classe de potentiel mauvais, orange médiocre, jaune moyen et vert en bon potentiel. Donc, avant restauration, on voit qu'on a des différences au niveau des classes de potentiel des différentes masses d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'entre un Rhône chenalisé et un Vieux-Rhône, on n'a pas le même potentiel, on n'a pas les mêmes degrés de liberté. Et la marche à gravir pour atteindre un bon potentiel ne sera pas la même. Elle sera beaucoup plus importante pour les Vieux-Rhônes, sur lesquels on a plus de degrés de liberté. On peut mettre en œuvre plus d'actions qui vont améliorer le milieu que sur le Rhône chenalisé, comme dans la traversée de Lyon, par exemple. Alors, quand on regarde donc, la cartographie après restauration en 2015, on voit qu'on a une amélioration généralisée, quasi généralisée, donc sur l'ensemble des masses d'eau du Rhône. On voit qu'on a 2 masses d'eau qui sont déjà en bon potentiel écologique. On n'a plus de masses d'eau en classe de potentiel mauvais.
et la quasi-totalité des masses d'eau ont gagné 1 à 2 classes de potentiel. Donc on voit que ce qui a déjà été mis en œuvre est conséquent. Enfin, donc, sur la dernière carte, donc, à droite, vous avez l'objectif que l'on se fixe, donc, que l'on cherche à atteindre. Donc, c'est l'atteinte du bon potentiel écologique sur l'ensemble des masses d'eau du Rhône. Vous avez quelques masses d'eau qui sont, 6 exactement, qui sont en bleu, pour lesquelles, qui sont des masses d'eau naturelles. Pour autant, on a considéré qu'elles étaient naturelles par rapport aux autres masses d'eau, enfin on pouvait les considérer comme des masses d'eau naturelles par rapport aux autres masses d'eau fortement modifiées du Rhône. Malgré tout, elles sont encadrées par des masses d'eau fortement modifiées et leur fonctionnement reste artificialisé. Alors, si on regarde donc, sur ce graphique en détail, comment se positionnent donc, les masses d'eau dans l'atteinte du bon potentiel écologique d'ici à fin 2015. Donc, sur l'axe des abscisses, vous avez le potentiel de restauration de chacune des masses d'eau. Donc, plus vous avez un potentiel important et plus vous aurez tendance donc, à retrouver les vieux Rhônes. Moins le potentiel de restauration est important et vous allez retrouver en général donc, les vieux Rhônes chenalisés. La ligne verte fixe donc, la frontière du bon potentiel écologique et donc la verticale entre le point représentant la masse d'eau et cette ligne verte vous donne une idée de la marche encore donc, à gravir pour atteindre le bon potentiel écologique. Alors, suite aux résultats donc, de cette étude, il y a une proposition de programme de mesure réaliste mais ambitieux qui a été faite, qui a été établie donc, avec les principaux acteurs concernés, qui est répartie donc, sur les 2 prochains plans de gestion, donc 2016-2021 et 2022-2027. Si on regarde quelles sont les actions clés d'ici à 2027, on va retrouver la restauration de l'Aune avec la remobilisation des marges alluviales pour créer de nouvelles conditions d'habitat sur 92% des masses d'eau. On va retrouver l'amélioration de la gestion des débits du fleuve, alors plutôt en termes de saisonnalité ou de crues morphogènes ou de gestion de marnage, donc sur un peu plus d'un tiers des masses d'eau, 36% des masses d'eau, et l'amélioration donc, de la continuité biologique, également donc, sur un peu plus d'un tiers des masses d'eau. Alors, pour aller plus loin donc, sur la méthode que nous avons développée, qui est une première en France, c'est-à-dire que la question du bon potentiel écologique à l'échelle d'un fleuve comme le Rhône, c'est avec l'appui donc, des scientifiques pour nous aider à sélectionner les mesures à identifier donc, les mesures les plus efficaces, c'est quelque chose d'assez unique. Donc, vous pouvez retrouver des détails donc, de cette méthode dans une note du secrétariat technique du SDAGE qui vous a été transmise ce matin. Et pour avoir eu l'occasion donc, de voir au niveau européen comment d'autres pays s'en sont sortis sur la question du bon potentiel écologique, et pour en avoir discuté avec les Anglais, je trouve que la force de la méthode qui était proposée ici, c'est justement cet ancrage avec ce partenariat donc, avec les scientifiques et le fait également qu'on ait associé les acteurs locaux à la construction de l'indicateur utilisé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.